Après que l'église du dieu de la vapeur et des machines ait perdu tous ses diocèses dans le royaume de Loen, l'ancien archevêque de Baklinde, membre du Conseil divin, est retourné au siège d'Inti. Au cours des dernières années, il s'était rendu dans divers endroits en tant que pompier, gérant divers incidents graves liés au Beyondé. Il comprenait mieux que la plupart des ecclésiastiques de l'église du dieu de la vapeur et des machines que, malgré l'apparence extérieure de la paix, le monde était criblé de blessures purulentes. Les problèmes abondaient et les dangers cachés se cachaient dans l'obscurité. Les églises orthodoxes et les organisations gouvernementales ne pouvaient que s'efforcer de maintenir la stabilité. Auramic rassembla ses pensées et soupira silencieusement. Il s'est tourné vers le diacre de machinerie Yves-Main à côté de lui et a déclaré « Agissons. Dieu nous protégera. À vapeur. » Pendant qu'il parlait, il a dessiné un emblème sacré triangulaire sur sa poitrine. Le robuste diacre de machinerie Yves-Main a donné l'ordre de purification, et les membres de Yves-Main sont passés à l'action. Certains brandissaient des objets en forme de tonneaux noirs de fer, tandis que d'autres portaient sur leurs épaules des armes ressemblant à des armes à feu à vapeur, dépourvues de sacs à dos ou de ceintures de munitions dorées. Pourtant, d'autres produisaient des rouleaux de cuir, des breloques fabriquées à partir de divers métaux, ainsi que des bagues pointues, des cannes et d'autres objets. La boule de feu dorée miniature semblable à un soleil a été la première à sortir d'un canon de canon et à atterrir au cœur de la grotte de la carrière. Derrière lui suivait une cascade de boulets de canon, colorés et de balles de formes variées. La lumière et les vagues dispersées ont purgé toute la carrière de Deep Valley à plusieurs reprises, maintenant l'intégrité structurelle de la grotte, entraînant seulement un léger effondrement. Après quelques cycles de purification, la grotte cachée dans la carrière a été percée, dévoilant son intérieur. Les yeux d'Auramic brillaient d'une lumière rouge foncée inhumaine. Il pouvait clairement voir que la brume blanche à l'intérieur de la grotte secrète s'était presque entièrement dissipée. Des bras et des jambes humains étaient encastrés dans les parois rocheuses de chaque côté. L'archevêque avança, menant 2 escouades de membres de machinerie Yves-Main à travers la carrière et dans la grotte cachée. Avant d'entrer, il jeta un coup d'œil au cloître voisin de la vallée profonde, étroitement surveillé par l'archevêque de Trèves avec des artefacts scellés. Auramic a étudié les bras et les jambes humains attachés aux engrenages, aux vilebrequins et à d'autres composants mécaniques, ressemblant à des sujets expérimentaux. Sous les ordres du diacre, les membres de machinerie Yves-Main ont lancé une autre série de purifications. Ils ont persisté jusqu'à ce que les bras, les jambes et les machines se soient transformés en cendres ou en fragments, leur permettant d'avancer plus loin dans la grotte secrète et de descendre le tunnel. Après plusieurs itérations, Auramic et les membres de machinerie Yves-Main, leurs cheveux blancs pâles dissimulés par des bonnets d'ecclésiastiques, ont atteint une vaste salle ressemblant à un laboratoire. Ici, des bras humains entrelacés avec des machines, suivant les rails du plafond, agrippant perpétuellement les armoires, les éviers, les longues tables et les boîtes en fer, les déplaçant vers le feu ardent au plus profond de la salle. Quelques cadavres humains étaient entassés dans la chambre, et une figure humanoïde entièrement constituée de machines se tenait parmi eux. Cet être mécanique se dressait à une hauteur imposante de plus de 3 mètres. L'un de ses yeux cybernétiques ressemblait à une émeraude, tandis que l'autre ressemblait à un rubis, soutenu par de nombreux composants. Ses tempes étaient enveloppées dans un matériau spécial transparent, révélant le cerveau blanc grisâtre qui se tortillait à l'intérieur. Le géant mécanique jeta un coup d'œil à Auramic et aux autres, dispersés à l'entrée de la chambre, et émit un rire métallique. Voyant cela, vous n'avez aucune raison de douter, n'est-ce pas? Nous sommes les enfants choisis de Dieu. Nous suivons les véritables enseignements de Dieu, tandis que vos esprits et votre chair ont été souillés par les plaisirs et l'indulgence du monde mortel, vous obligeant à abandonner le trône de Dieu. Tournant son attention vers le géant mécanique, son expression bienveillante resta imperturbable. Vous avez utilisé une gemme spirituelle, n'est-ce pas? Utiliser des humains pour affiner des gemmes spirituelles est encore plus impitoyable et inutile que d'utiliser de la vapeur pour les faire fonctionner. Claude, je pensais que tu étais momentanément perdu et que tu reprendrais progressivement tes esprits dans le cloître de la vallée profonde. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes un hérétique. Hérétique? Le géant de la mécanique éclata de rire. Vous êtes les hérétiques. À quand remonte la dernière fois que l'un d'entre vous a reçu une révélation? Tout le temps, répondit Auramic avec sang-froid. Claude, dis-moi, où est l'auberge? Êtes-vous de mèche avec ces dieux maléfiques pour jeter votre dévolu sur la 4e époque de Trèves? Sous sa forme géante mécanique, les yeux de Claude émettaient des lumières rouges et vertes alors qu'il parlait avec solennité. Vous vous êtes éloigné des enseignements de Dieu. Vous ne possédez plus l'esprit de sacrifice. L'avenir de ce monde et la chance pour une divinité de monter au sommet se trouvent dans la 4e époque de Trèves. Plus tôt nous le débloquerons, plus grand sera notre espoir. Sans attendre la réponse d'Auramic, le géant mécanique déclara froidement. Je vais vous montrer qui sont les hérétiques et qui sont les vrais disciples de Dieu. Dès que Claude eut fini de parler, la lumière dans ses yeux cybernétiques s'éclaira et la salle entière trembla. Les bruits des machines en fonctionnement résonnaient d'une aura énigmatique. En un instant, les membres de machinerie Yves-Main, qui étaient sur le point de libérer leur puissance de feu, ont vu des peintures projetées illustrant l'évolution des humains sortant de l'obscurité, avançant pas à pas et construisant des civilisations à différentes étapes. Ces peintures étaient éthérées,
lourde, délicate et magnifique. Horamik et ses compagnons semblaient se transformer en personnages représentés dans les peintures, expérimentant la gravité et la splendeur de la civilisation. À ce moment-là, un visage apparaît, à l'extérieur du tableau. Ce personnage portait une couronne imposante, avec ses narines délabrées au point qu'il ne restait plus que 2 trous noirs. Ses yeux étaient remplis d'innombrables cartes d'étoiles qui se chevauchaient, et il regardait avidement Horamik et les autres, ainsi que leur civilisation. Silencieusement, d'autres visages se pressèrent contre la surface du tableau. Certains avaient la tête coupée en 2 par une règle, tandis que d'autres étaient ornés de papier jaune recouvert d'étranges symboles. Certains étaient couverts d'épis de blé et de riz, tandis que d'autres prenaient à peine une forme humaine, leur corps orné de divers symboles. Ces visages étaient plus grands que Horamik et ses compagnons réunis. Ils regardaient fixement la scène à travers le tableau. Les membres de Machinerie Yvemin qui ont vu ces visages ont ressenti une peur profonde du plus profond de leur cœur, comme si leur civilisation entière allait être anéantie. Alors qu'ils étaient sur le point de perdre le contrôle, les visages disparurent mystérieusement, exactement comme ils étaient apparus. La scène devant les yeux d'Horamik est revenue à son état normal. Le géant mécanique Claude et la chambre qui fonctionnait frénétiquement réintégrèrent son champ de vision. L'archevêque est resté imperturbable, même si sa voix résonnait de colère. Hérétique. Le bruit des engrenages claquants remplit la chambre, l'éclairant aussi brillamment que la lumière du jour. Les membres de Machinerie Yvemin ont lancé leurs attaques successivement. La carrière d'Yves Valley a connu une secousse distincte, comme si un bref et violent tremblement de terre avait frappé. Dans le métro de Trèves, juste devant la porte de pierre par laquelle les Carbonari avaient disparu, des boules de feu pourpre planaient dans l'air, projetant une lueur chaleureuse dans le tunnel sombre. Blasing Danitz, vêtu d'une chemise en lin, d'une veste marron, d'un pantalon sombre et de bottes en cuir noir, avait une main dans sa poche alors qu'il fixait son regard sur la porte en pierre voisine. Ses cheveux et ses sourcils jaunes brûlés encadraient son visage, et il tenait nonchalamment une herbe dans sa bouche, scrutant les environs avec ses yeux bleus foncés mais brillants. Près de 20 hommes, tous habillés en marin, se déployaient silencieusement dans les environs. Certains faisaient tournoyer leurs poignards, d'autres essuyaient le canon de leur revolver et quelques-uns tendaient le cou en prévision. Un marin souriant aux cheveux bruns a finalement rompu le silence et a interrogé Blasing Danitz. « Capitaine, pourquoi aidons-nous le gouvernement Anti à poursuivre les Carbonari? Et pourquoi le faisons-nous gratuitement ?» Danitz lui jeta un coup d'œil, cracha l'herbe de sa bouche et marmonna dans sa barbe. « Maudit imbécile, voulez-vous voir Trèves en ruine? Vous n'êtes pas toujours un Tisien, les gars ?» Tout en parlant, il a pointé son poing vers la porte en pierre. Ce groupe de connards ne sait-il pas que leur capitaine possède de nombreuses propriétés à Trèves? À la surface du poing fermé de Danitz, des flammes blanches flamboyantes se rassemblèrent alors qu'il avançait. Finalement, ils se sont fusionnés en une boule de feu émettant une aura destructrice. Boum! Le sol a tremblé et la porte de pierre s'est brisée. Jenna descendit gracieusement dans l'obscurité apparemment sans fin, effleurant occasionnellement du gravier mais échappant aux dommages physiques. Après ce qui semblait être une éternité de descente, ses pieds touchèrent enfin la terre ferme. Ses beaux yeux bleus reflétaient un bâtiment. C'était une maison beige légèrement tordue. Les 3 étages inférieurs portaient les marques architecturales de l'époque de Roselle, avec des murs à piliers, des arcs et de grandes fenêtres. Les 2 derniers étages, contrastant fortement, semblaient grossièrement ajoutés après coup. Jenna était visiblement déconcertée. Le bâtiment devant elle en était un qu'elle ne reconnaissait que trop bien. C'était l'auberge du Coq Doré. À ce moment-là, la lumière jaillit de nombreuses pièces de l'auberge du Coq Doré. Jenna a repéré un homme et une femme, debout sur le balcon du 3e étage, enveloppés l'un dans l'autre. L'homme portait des lunettes à monture noire, ses cheveux bruns soigneusement peignés ajoutant à son apparence raffinée. Quant à la femme, elle portait une robe bleu lac, son visage potelé et ses yeux marron éthérés créant une curieuse juxtaposition. Bruit sourd. Le cœur de Jenna s'emballa. Elle n'avait jamais réellement rencontré la femme, mais elle connaissait l'homme. C'était le dramaturge disparu, Gabriel.